Bonjour. Le 19 août 2024 à 18h26 heure universelle aura lieu une pleine lune. La pleine lune sera dans le signe du Verseau et le Lion, c'est le signe où se trouvera le Soleil. Donc opposition Soleil-Lune égale pleine lune. Alors ça va avoir un effet important, également parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, mais je voudrais vous en dire quelques mots avant de passer vraiment à l'analyse de cette carte du ciel. Et avant de vous parler de ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, je vous rappelle bien sûr mes ouvrages, comme d'habitude. Donc vous avez tous les livres qui peuvent éventuellement vous intéresser, à savoir, si j'arrive à vous les montrer, voilà. Donc nous avons évidemment Le Dernier Né qui traite d'astrologie entre guillemets médicale, où c'est un livre dans lequel j'ai essayé de réunir des exemples qui sont assez représentatifs de pathologies importantes qu'on peut éviter si on fait attention. Tout simplement, donc il y a évidemment là un dossier important qu'il va falloir compulser afin de comprendre en fait comment on va pouvoir gérer les configurations astrales dans son propre thème pour éviter qu'elles ne produisent ces troubles physiologiques qui peuvent même déboucher sur des pathologies lourdes. Donc si on peut éviter, évidemment, c'est bien mieux. Voilà, donc cet ouvrage, oui, je l'ai écrit dans ce sens, en espérant qu'il sera utile à de nombreuses personnes qui le liront. Et puis il y a les autres ouvrages, donc comme d'habitude, je vous les montre quand même, au cas où ils vous intéressent, sachant que chacun de ces livres, à part le cours complet et les livres de cours, sont reliés à une promotion qui est égale à 50% de réduction sur le prix d'une réponse à une question. Donc ça vous fait économiser en fait 22,50 € par question posée et par livre évidemment acheté. Voilà, donc regardez cette image et si ces livres vous intéressent, l'un ou l'autre, n'hésitez pas. Ils sont en vente sur Amazon parce qu'ils sont publiés par Amazon. C'est la raison pour laquelle Amazon vend mes livres, bien évidemment. Voilà, alors on continue et voilà ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est une carte du ciel, astronomique. Et c'est la carte du 8 août. Et vous voyez ici le Soleil. Et vous avez ici une étoile qui s'appelle Sirius et qui se trouve dans la constellation Canis Major. Et cet alignement se produit tous les ans, à peu près le même jour, le 8 du mois d'août, 8-8. Et il est représentatif, en fait, dans l'hémisphère nord de la Terre, tout au moins, en principe de la journée la plus chaude, ou de la période de l'année la plus chaude. Ce qui est le cas quand même, on sait que le mois d'août est une période chaude. C'est aussi un moment que certains choisissent et considèrent comme étant un moment de chance, un moment où des opportunités importantes peuvent se présenter. Mais voyez, Canis Major, c'est en lien avec la notion de canicule. Canicule, oui, c'est donc a priori la journée la plus chaude de l'année. Mais c'est aussi une journée qui va être en lien avec cette connotation un peu symbolique, bien évidemment. Parce que d'abord, quand on dit que le Soleil est en Lion, effectivement, c'est le signe du zodiaque, ce n'est pas la constellation. Si vous regardez sur cette image, vous voyez que le Soleil est en fait dans le signe du Cancer, le 8 août. Mais il est aligné, il est dans la constellation du Cancer, mais il est aligné avec cette constellation du Cancer, mais il est dans le signe du Lion, qui se trouve ici. Là, c'est la constellation du Lion. Donc vous avez Lion ici, Cancer, Gémeaux, Taureau, voilà, ici, etc.
Donc, il y a un rapport intéressant, je trouve, mais il y a un mélange des genres, dans le sens où si on considère le Soleil comme traversant le signe du Lion, et qu'on dit que l'étoile Sirius est effectivement une étoile de la constellation Canis Major, on parle de constellation et de signe, on mélange, si vous voulez. Bon, ça n'est pas très grave, parce que ça ne change pas grand-chose à la situation sur le plan astronomique. Après, c'est l'importance qu'on va donner aux constellations elles-mêmes qui fait la différence, et chacun fait comme il veut. Mais il n'empêche que c'est un moment que vous pourriez choisir pour vous lancer dans quelque chose d'important, évidemment, en lien avec cette notion d'opportunité, de chance peut-être aussi. Alors je voulais vous montrer d'autres cartes. Avant de passer à la carte du ciel en tant que telle, la carte astrologique, voici une autre carte astronomique. C'est la carte de la conjonction Soleil-Lune, qui va avoir lieu le 4 août. La voici ici. Donc elle est dans le signe du Cancer, enfin dans la constellation du Cancer, pardon. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas la même chose. Donc, constellation du Cancer, voilà, le Soleil et la Lune sont alignés avec cette constellation, mais ils sont alignés avec le signe du Lion. Le signe astrologique et la constellation sont deux choses différentes, même si la chronologie est la même. Une constellation n'est pas nécessairement composée de 30 degrés. Or, un signe correspond à 30 degrés d'arc, c'est-à-dire un douzième du cercle total de 360 degrés. Mais voilà, c'est la conjonction Soleil-Lune telle qu'on peut la voir dans le ciel, si on peut. On voit que la Lune, là, passe devant le Soleil. Conjonction. Et maintenant, je voudrais vous montrer l'opposition, c'est-à-dire la pleine Lune. Vous voyez, vous avez ici le Soleil d'un côté et la Lune de l'autre. Et évidemment, là, on est dans le signe du Lion et dans la constellation du Lion. Et là, on est dans la constellation et dans le signe du Verseau. Pourquoi ? Parce que le décalage entre un signe et une constellation n'est que de 23 degrés et quelques minutes d'arc. Et là, on est à la fin du signe du Lion, donc on est au début, en fait, de la constellation du Lion et au début de la constellation du Verseau, si vous me suivez. Donc voilà. Maintenant, on va regarder la carte astrologique, mais vous regardez sur cette carte et vous voyez que Vénus est ici, hein, donc on a le Soleil là, et les autres astres sont dispatchés un petit peu à droite et à gauche, si je puis dire, et donc on ne les voit pas sur cette carte-là. Mais on va les voir sur la carte en 2 dimensions, qui est donc la carte suivante, qui est cette carte du ciel de la pleine lune, du 19 août 2024, à 18h26, heure universelle. 20h26 en France et ailleurs dans le monde, faites comme d'habitude votre petit calcul pour savoir exactement à quelle heure ce phénomène va se produire. Alors, on voit ici, je vais changer l'outil pour que ce soit un peu plus visible. Voilà. Le Soleil est conjoint à Mercure et à Vesta. Il est entre les deux, en fait. Et en face, bien sûr, on a la Lune. Il y a un effet de quinconce avec Pluton. Il y a un effet de quadrature avec Uranus. Et il y a un effet de trigone avec Chiron. Puis un autre quinconce avec Neptune. Donc tout cela va s'exprimer pendant cette période qui va durer jusqu'à la nouvelle lune. Sachant que le moment de la pleine lune, c'est quand même un moment au cours duquel on devrait considérer le fait de clore ou de clôturer certains dossiers pour se préparer à la nouvelle lune, pour se préparer au nouveau départ que cette nouvelle lune représente. Donc là, on est le 19 août, la nouvelle lune va avoir lieu à peu près 14 jours plus tard, 2 semaines plus tard, et elle se produira en Vierge, qui est le signe qui est relié à la maison 6 astrologique, puisque c'est le 6e signe du zodiaque. Symboliquement donc,
C'est un signe qui est relié au travail, aux responsabilités, à la santé, au quotidien, à la routine, et voilà, tout ce qu'on doit faire en fait au quotidien pour s'en sortir, si je puis dire. Et cette pleine lune, sur l'axe comme ça, Lion-Verseau, montre quand même l'importance en fait de l'ego, qui est représenté par le signe du lion, puisqu'il est représenté par le soleil, et le soleil représente l'ego, opposé à celui des autres peut-être. En tous les cas, le signe du Verseau représente la société dans laquelle on vit. Et c'est dans cette société qu'on va évidemment évoluer. Donc, cette période va être, à mon avis, propice pour peut-être en finir avec une certaine façon de gérer les choses sur le plan social, dans les relations humaines, par exemple. Et puis, malgré tout, du fait des quinconces que j'évoquais, qui sont ici, un avec Pluton, l'autre avec Neptune, il y a hésitation, parce que ça veut dire que Pluton représente ce qu'on va devoir accepter et d'abandonner, de sacrifier, entre guillemets. Et puis Neptune, c'est nos rêves, les idéaux qu'on a tous, les espoirs, etc. Et on a l'impression que ça ne cohabite pas très bien. Parce que Mercure est à côté du Soleil, comme on l'a vu, il est là. C'est le mental. Donc un mental quand même surchauffé parce que le Soleil est à côté. On dit d'ailleurs que Mercure est combust en anglais, c'est-à-dire brûlé, quoi. Brûlé par le Soleil. Mais Mercure reste Mercure et symboliquement il représente le mental. Et ce mental qui, s'il est exacerbé par l'énergie solaire, va fonctionner, je dirais, overtime, c'est-à-dire en heures supplémentaires. Et puis Vesta, qui est à côté, montre quand même qu'on va avoir besoin de réfléchir sur ce qui peut entraver notre bien-être et notre équilibre général, et l'harmonie dans nos vies. Et si l'harmonie dans nos vies dépend de la façon dont on gère notre ego, il faut que cet ego prenne conscience que les autres en ont un aussi. Et qu'il va falloir donc essayer de ménager la chèvre et le chou, si je puis dire, pour éviter les discordes. Parce qu'elles seraient à l'origine de déstabilisations plutôt désagréables. Et puis on a ici quand même, comme on l'a vu tout à l'heure, Uranus, qui est en dissonance aussi. C'est une quadrature. Ça veut dire qu'il y a un degré de nervosité, il y a de l'électricité dans l'air et de l'eau dans le gaz, comme disait la chanson. Et ça peut aussi causer des problèmes, parce que Uranus automatiquement est également au carré de la Lune. Donc Uranus ici joue le rôle d'arbitre de cette opposition. Et quand c'est Uranus qui joue le rôle d'arbitre, on ne sait jamais à l'avance ce que l'arbitre va décider. Donc on est un petit peu en train de marcher sur des œufs. Et si on ne fait pas attention, on va aller trop vite. Uranus représente aussi la tendance qu'on peut avoir à se disperser, à vouloir faire un tas de choses à la fois, et finalement à ne rien réussir à terminer. Et ça, c'est aussi très important. Alors, heureusement, on a ici un trigone avec Chiron, qui représente la capacité qu'on a quand même à analyser les choses, à observer, je dirais presque même à diagnostiquer. Donc, cet effet de diagnostic, si on l'applique à une situation dans laquelle on se trouve, il va permettre, ce diagnostic, de trouver une solution si c'est nécessaire, de trouver un traitement pour améliorer, préserver, consolider nos positions, afin que cette conjonction Soleil-Mercure-Vesta, au carré d'Uranus, ne nous incite pas à faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, sans réfléchir. La capacité de réfléchir, c'est quand même Mercure qui la représente. Et quand Mercure est en dissonance avec Uranus, vu qu'Uranus, il faut le savoir quand même,
représente l'énergie électrochimique de laquelle nos neurones ont besoin pour fonctionner. Les neurones sont représentés par Mercure. Donc quand il y a une dissonance entre Mercure et Uranus, on a tendance à être survolté, si vous voulez. Cette énergie électrochimique est erratique. Elle va devenir intense, puis elle va disparaître et revenir, etc. Donc c'est cette fluctuation qui peut donner naissance à des erreurs qu'on commettra et qu'on regrettera, mais il sera peut-être trop tard. Alors, le moment de cette pleine lune est très important parce que une pleine lune, c'est en général un moment au cours duquel on est beaucoup plus émotif, on est plus fragile, plus vulnérable sur le plan émotionnel. Et ça peut évidemment entrer aussi en discorde avec nos intérêts et notre capacité à gérer les choses de façon rationnelle, structurée, sereine, si possible. Là, ça va être un petit peu difficile d'être serein. On est un petit peu surchauffé, si vous voulez. C'est la surchauffe de la mécanique intellectuelle, donc le moteur peut effectivement surchauffer et tomber en panne. Ça peut aussi se manifester, d'ailleurs, dans votre véhicule. On est dans une période canicule, là on est 11 jours après le 8 août, il fait encore très chaud, il peut faire encore très chaud, il peut y avoir des orages, des choses comme ça. Ces orages, au niveau de la météo, d'accord, on les comprend, on les gère autant qu'on peut, mais il y a d'autres types d'orages qui peuvent se produire. C'est-à-dire des orages qui sont beaucoup plus dans le sens de leur symbolique, si vous voulez, mais qui peuvent avoir une influence considérable sur notre bien-être, notre équilibre, notre harmonie, notre vie tout entière. Et là, je pense évidemment aux nations entre elles, parce que ça peut s'appliquer sur le plan de l'astrologie mondiale, et on a là l'ego des gouvernements, des pays concernés, qui peuvent tout à coup entrer en discorde grave. Donc le moment de la pleine lune étant un moment où on est en exaltation excessive, donc beaucoup plus fragile sur le plan émotionnel, à cause d'Uranus et évidemment l'opposition avec Mercure et Vesta, le Soleil étant là également bien sûr, puisque c'est la pleine lune, oui, des erreurs peuvent être commises, des incidents diplomatiques, des accidents et des réactions individuelles, mais également des réactions de groupe. Voilà, les réactions d'un pays tout entier, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on peut entrer dans une logique de conflit et de confrontation à cette époque à cause de cette tendance qui serait reliée à Uranus. Il ne faut pas oublier quand même qu'Uranus représente l'uranium, Uranus-uranium, et que l'uranium entre quand même en action dans tout ce qui est atomique, nucléaire. Donc attention à ça aussi. Mais bon. On va continuer. On va essayer sur une note un petit peu plus positive, si possible. On va regarder la carte suivante parce que la Lune va faire le tour de ce zodiaque comme d'habitude et elle va progressivement rejoindre un petit peu tout le monde. En tous les cas, jusqu'à la nouvelle Lune. Alors voyons voir cette deuxième carte, si j'y arrive. Voilà, j'y suis arrivé. Donc 21 août, il est 4 heures du matin. Tout le monde dort, c'est calme. 6 heures en France, on commence à se réveiller. La Lune a rejoint Saturne, comme vous le voyez sur cette carte. 17 degrés du signe des Poissons. Et elle produit une opposition avec Vénus et une quadrature avec Mars et Jupiter. Mars et Jupiter. Conjonction le 14 août. J'en ai parlé dans la vidéo de la nouvelle lune que vous pouvez regarder. La nouvelle lune, c'est le 4, nous sommes aujourd'hui le 3. Donc c'est demain. Vous aurez encore la possibilité, pendant environ 2 semaines, de regarder cette vidéo. La conjonction Mars-Jupiter va enflammer les choses.
Et cette inflammation peut être reliée à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure à propos d'Uranus, l'énergie qu'on n'arrive plus à canaliser, l'ego qui prend le dessus, l'orgueil, et puis toutes sortes d'autres intérêts plus ou moins discutables, mais qui vont agir dans le sens d'une perturbation qui peut devenir majeure. Alors, sur le plan météorologique, comme on l'a vu, orage, mais les orages, c'est aussi quelque chose qui se manifeste sur le plan humain. Donc, climat orageux, Saturne, c'est la réalité qu'il faut essayer d'accepter le plus possible, si possible. Il y a une opposition avec Vénus, donc l'énergie de Vénus est déclenchée, c'est l'énergie d'amour. On peut être affecté par un événement sentimental et se sentir véritablement frustré, bloqué par ce sentiment ou ce rejet peut-être. S'agit-il d'une rupture pour certaines personnes et d'une difficulté à, comment dirais-je, faire perdurer les choses sur le plan de la relation en question. Et comme il y a ces quadratures, d'un côté Vénus, Jupiter-Mars, de l'autre Saturne-Lune, Jupiter-Mars, Jupiter et Mars jouent le rôle d'arbitre tous les deux. On a deux arbitres là. Saturne bloque. Donc le blocage, il n'est pas créé par l'arrivée de la Lune. L'arrivée de la Lune met ce blocage en surbrillance. Donc tout à coup, ce blocage devient vraiment très, très fort. Il est mal ressenti, il est mal vécu. Et Mars et Jupiter représentent la capacité qu'on a à réagir pour se défendre, pour s'imposer. Il y a quelque chose là qui peut devenir un peu comme une explosion. Vous voyez, Saturne, c'est le couvercle sur la cocotte minute. Donc, la pression monte dans l'engin. Et si la soupape de sécurité ne fonctionne pas, l'engin va exploser. Alors, Mars et Jupiter peuvent représenter cette soupape. Et si cette soupape est représentée par ces deux astres-là, Mars étant le dieu de la guerre et Jupiter représentant cette notion, c'est le dieu des dieux, hein, donc c'est le roi de l'Olympe, hein, et il a une puissance considérable, et sa puissance astronomique est prouvée, hein, donc c'est un astre qui représente la capacité effectivement, ou le potentiel d'explosion, c'est-à-dire d'enflement à outrance, alors des égos et des frustrations qui peuvent en découler de situations qui ne seraient pas en lien du tout avec ce qu'on a envie d'avoir. Donc c'est cette frustration qui peut avoir une connotation un peu affective, voire sentimentale, qui peut devenir une source d'explosion et donc de réaction contraire, hein, à ce qui serait utile et nécessaire pour qu'on soit tous en pleine forme. Mais ce ne sera pas le cas. Certaines personnes seront en meilleure forme que d'autres, mais je veux dire par là que cette configuration est conflictuelle. Donc, elle peut devenir source de conflit, effectivement. Voilà. Et sur le plan météorologique, elle agira. Elle agira parce que la Terre réagit à ces orientations des autres planètes autour du système, puisqu'elle fait partie de ce système. Donc automatiquement, elle est influencée par ce même système auquel elle appartient. Voilà, c'est comme ça. Et ces configurations-là montrent qu'il peut y avoir une surchauffe, effectivement. On l'a vu tout à l'heure, déjà au moment de la pleine lune, mais ça semble vouloir continuer de s'intensifier après. Donc attention. La Lune va ensuite arriver à la longitude de Neptune. Là voilà, on sera le 21 août encore, 23 heures. Donc en fait, ce sera le 22 août, par exemple, en France, à 1h du matin. Ça aura déjà eu un effet avant, hein, parce que, bon, le moment de la conjonction, c'est vrai que c'est un moment important parce que ça déclenche quelque chose.
Maintenant, Neptune représente nos rêves, nos espoirs, nos illusions, la dimension spirituelle de la vie, les croyances, hein, le besoin en fait de rêver, c'est sûr qu'on en a tous besoin de rêver quand même. D'ailleurs, on rêve tous. Physiologiquement, c'est très important. Hein, si on ne rêvait pas, on pourrait devenir particulièrement malade, voire même en mourir. Donc on a besoin de rêver. C'est physiologique. Quand on dort, on rêve. Environ 4-5 fois par nuit, on doit absolument rêver. On ne s'en souvient pas systématiquement, heureusement, hein, on ne va pas se souvenir de tous nos rêves, mais on rêve, ça c'est sûr. Donc Neptune représente ça, et là, la Lune arrivant ici, à la longitude de Neptune, donc elle provoque cette conjonction, elle déclenche l'énergie de Neptune, elle peut mettre en lumière en fait quelque chose qui tout à coup serait une intuition, une inspiration divine, quelque chose qui nous arrive comme ça, et ça peut être au cours d'un rêve, effectivement, vu l'heure qu'il est, ça peut être au cours d'un rêve. Mais ce rêve est tellement intense qu'il nous réveille, et on s'en souvient. Et dans ce rêve, il y a un message. J'en ai fait des rêves comme ça, et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs à progresser en astrologie, parce que chaque fois, c'était plus des voyages astro, en fait, au cours desquels je rencontrais des entités avec lesquels je discutais d'astrologie, et ça m'arrive encore très fréquemment de discuter la nuit, quand je dors, d'un thème astral, d'une configuration, de ceci, de cela. Donc c'est Neptune. Hein. Et ce Neptune, il est encore opposé à Vénus, bien sûr. Donc on a vu tout à l'heure un sentiment de frustration affective, et là, avec Neptune, c'est peut-être une espèce d'espoir, mais peut-être un espoir vain. Je ne sais pas, mais en tous les cas, Vénus est en dissonance avec Jupiter et Mars, et opposé à Saturne, on l'a vu tout à l'heure. Ça reste vrai. Et donc ça peut enflammer aussi les sentiments, et on peut se lancer dans une relation sous un coup de foudre, par exemple, hein, et le coup de foudre peut enflammer quelque chose qui va brûler très rapidement, et qui ensuite disparaîtra. Et qu'est-ce qu'on fera si ça disparaît, effectivement? Parce que la Lune représente l'émotionnel, les émotions. Et Vénus représente l'amour. Donc l'amour crée des émotions, c'est sûr. Et une émotion peut aussi créer un sentiment. Une émotion forte peut créer un sentiment, une émotion forte peut détruire un sentiment. Passagèrement, parce qu'une émotion, par définition, c'est éphémère, ça ne dure pas. Donc si, par exemple, vous vous disputez ce jour-là, vers cette heure-là, avec votre bien-aimé, peut-être que vous allez monter sur vos grands chevaux et que ça va dégénérer et devenir une source de rupture. Et vous allez décider tout à coup que c'est plus possible, on arrête tout, on s'en va, c'est fini. Mais une fois que la Lune sera passée là, et qu'elle sera en bélier, qu'elle va passer sur le nœud nord, sur Chiron, etc., l'émotion va disparaître. Et si cette émotion disparaît, eh bien, l'animosité que vous avez pu ressentir, ou que votre partenaire a pu ressentir, va disparaître également. Mais peut-être que les décisions prises pendant ce moment-là ne permettront pas de revenir sur ce qui ça a été avant. Parce que des fois, on dit des choses ou on fait des choses qui dépassent vraiment les limites raisonnables. Même de façon parfois fatale. J'ai connu ça, donc, pas personnellement, hein, mais par personne interposée, j'ai connu ça. Donc, soyons très vigilants à ce genre de choses, parce que c'est vrai que Neptune, en plus, représente l'alcool, la drogue même, les médicaments, toutes ces choses qu'on peut absorber, qui peuvent avoir une influence sur notre capacité cognitive, sur notre réalisme, objectivité. Si on est plus objectif, la Lune, elle prend vraiment une importance considérable. C'est elle qui domine, c'est elle qui commande. Et gouverner, ou on ne va pas dire gouverner, parce que arbitrer plutôt par Mars et Jupiter, ça va enfler les choses. Attention donc, ce jour-là et vers cette heure-là. Ce jour-là ou le lendemain, de très bonne heure, selon évidemment le lieu où vous résidez, ça change l'heure. Donc, calculez ça, c'est important. Ça vous permettra peut-être d'éviter un incident diplomatique et quelque chose même peut-être de plus grave. Une dispute, un conflit, une rupture. Attention à ça, ça arrive.
Ça arrive tous les jours, à des gens très bien, comme on dit. Mais bon, la Lune et Neptune sont en harmonie d'un côté avec Pluton, et de l'autre ici avec Uranus. Ce qui donne quand même la possibilité de faire une pirouette avec Uranus s'il y a effectivement un conflit, une dispute amoureuse ou autre, faire une pirouette pour en rire. Et Pluton, peut-être d'être beaucoup plus fort pour tenir bon et ne pas céder à l'influence de Mars et Jupiter qui entraînerait, voilà, le côté, ça dégénère, quoi. La dispute dégénère et devient une source de rupture, ça devient une bagarre, un conflit, quelque chose de grave. Ça peut devenir. Et ça, c'est sur le plan individuel, mais comme je le disais tout à l'heure, ça peut aussi se manifester, évidemment, sur le plan météorologique, mais sur le plan aussi des pays tout entiers. Donc en ce moment, on est quand même, et c'est pas qu'en ce moment, ça fait déjà un moment que ça dure, dans une logique de tiraillement, de guerre, de ceci, de cela, donc ça peut continuer. Et ça peut même se propager ailleurs. Espérons pas, bien évidemment, n'espérons pas. Après, la Lune va arriver à la longitude du nœud lunaire nord. 22 août à midi, heure universelle à peu près. Hein. Le nœud nord représente ce vers quoi on doit tendre. Donc ce sera le moment d'y aller. Si vous voulez aller quelque part, de précis, et si vous voulez le faire pour la bonne cause, si je puis dire, quelle que soit la raison, vous devez fonctionner par rapport à ce que vous êtes. C'est vous qui décidez. Donc vous y allez. Et vous faites en sorte que ça se passe bien. Là, le nœud lunaire, en fait, il est opposé évidemment au nœud sud, hein, c'est normal. Et comme à côté du nœud sud, il y a la lune noire, ça veut dire que ça peut devenir un petit peu ambigu parce que la lune noire représente une zone d'ombre. C'est-à-dire quelque chose dont vous n'êtes pas certaine ou certain, vous n'êtes pas sûr de quoi que ce soit. Et donc c'est un petit peu inquiétant d'abandonner ça. Hein, ce nœud lunaire sud, c'est les habitudes qu'on a prises en fait, et puis c'est la zone de confort qui peut très bien ne pas être confortable du tout, mais on en a pris l'habitude, donc voilà, c'est comme ça, on sait au moins où on va. Alors qu'avec le nœud nord, on ne sait pas forcément où on va. On a cette pulsion, on a ce désir, on a ce besoin, on va y aller. Il est représenté par Mars, hein, parce qu'il est dans le signe de Mars en Bélier. Et Mars est toujours conjoint à Jupiter, il est toujours en dissonance avec Saturne et Neptune, et d'un côté et de l'autre avec Vénus, bien évidemment. Ces configurations-là ne changent pas. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller vers le filet si vous êtes dans une partie de tennis avec quelqu'un, symbolique ou réel, pourquoi pas, ou est-ce qu'il faut rester sur le fond du cours? Le fond du cours serait plutôt représenté par le nœud sud, et par Pluton, cela dit, qui représente ce que l'on est capable pourquoi on est capable de tenir bon, pour que ça soit solide et que ça puisse renaître même si c'est détruit. Vous voyez, vous coupez une plante au ras du sol et une semaine plus tard, elle repousse. C'est un petit peu ça. Alors ce jour-là, vous voyez ce que vous pouvez faire de l'information que je vous donne, mais en tous les cas, ne fonctionnez pas trop par rapport à Mars, parce que vous allez aller trop vite, trop loin, trop fort. Et ça aura des conséquences. Et pas nécessairement celles que vous souhaiteriez. En tout cas, on va regarder la carte suivante. Vous voyez, la Lune, elle est arrivée à la longitude de Chiron. Nous sommes le 23 août, il est 14 heures. Et là, Chiron est en harmonie avec le Soleil. C'est un faux aspect, cela dit, parce que le Soleil est en Vierge maintenant, donc il n'est plus en accord véritablement avec le signe du Bélier. Mais bon, Vesta est encore en Lion, donc l'aspect là est valable, et celui qui concerne Mercure également, puisque Mercure est en Lion. Donc, Mercure est toujours rétrograde, cela dit. Hein. Alors, ce Mercure rétrograde que j'évoquais tout à l'heure, sans dire qu'il était rétrograde, c'est un élément supplémentaire qui veut qu'on n'aura pas forcément les capacités suffisantes et capacités habituelles pour réfléchir comme il le faudrait. Et ça va
augmenter le risque de perturbation que j'évoquais aussi tout à l'heure. Mais ce moment-là, ce jour-là, le 23 août, vers 14 heures, heure universelle bien sûr, on aura tout à coup comme un moment de lucidité qui ne va pas durer que quelques minutes, parce que la Lune, en fait, va être autour de Chiron pendant plusieurs heures. Donc on peut dire que pendant presque toute la journée du 23, on aura cette énergie avec nous et cette capacité à réfléchir, à analyser, à observer, à focaliser sur certains détails pour comprendre et pour traiter, pour gérer. Ça, c'est très important. Et pour permettre peut-être à Mercure, qui est encore rétrograde, d'avoir un peu plus de jugeote, si je puis dire, d'être un peu plus efficace pour préserver ou restaurer l'harmonie représentée par Vesta et le bien-être qui peut en découler. Le Soleil, lui, il s'en va, il est déjà dans le signe de la Vierge, donc on va voir un petit peu ce que ça donne dans la carte suivante. Mais en tous les cas, Chiron est en dissonance avec Pluton, et ça veut dire quand même que ce jour-là, cette heure-là, ou aux alentours, on peut prendre conscience de ce qui va devoir être sacrifié, entre guillemets, pour qu'on puisse effectivement aller vers cette harmonie, ou préserver cette harmonie et ce bien-être, avec une certaine logique intellectuelle cérébrale, qui permettra une meilleure communication avec là ou les autres personnes éventuellement concernées. Voilà. Pas évident, tout ça. Après, on passe évidemment au 26 août. Alors là, il est 0 heure, donc 2 heures du matin en France. Ailleurs, toujours pareil, faites votre petit calcul. La Lune arrive à la longitude d'Uranus. Alors là, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure à propos d'Uranus peut devenir très costaud. Et ça va se manifester déjà pendant la journée du 26 août, c'est sûr. La Lune sera en Taureau, donc elle va se rapprocher progressivement d'Uranus, jusqu'au moment où elle va l'atteindre, il sera minuit ou 2 heures du matin en France. Il y a une dissonance avec le Soleil, c'est un faux aspect, encore une fois, et avec Vesta aussi, qui vient tout juste d'entrer dans le signe de la Vierge. Faux aspect, faux ami. Mais là, faux aspect, faux ennemi. Parce qu'en principe, une quadrature, c'est une dissonance. Donc là, on est dans une fausse dissonance. Une fausse dissonance, c'est peut-être quelque chose qu'on va considérer comme le contraire. Oh, ça va nous être favorable. Ça, je sens que ça va être bon. On y va, on le fait, on s'engage. Uranus, on y va vite, donc on oublie de réfléchir un petit peu, surtout qu'il y a toujours cette dissonance avec Mercure, donc le mental fonctionne à fond, mais il est rétrograde, donc il n'est pas très efficace, et le raisonnement en subit les conséquences. Et si le raisonnement qu'on fait n'est pas le bon, évidemment qu'on va commettre une erreur, et ce jour-là, on peut s'en apercevoir. Alors, heureusement, il y a quand même un trigone, même si c'est un faux aspect. Pluton est à 0 degré 08 minutes rétrograde, donc il s'apprête à repasser en Capricorne. Il va y entrer le 2 septembre en Capricorne, en mode rétrograde. Il est en harmonie avec cette conjonction. Il est également en harmonie avec Vénus. Bon, c'est également un faux aspect, mais voilà, c'est toujours pareil. On a l'impression que, mais en fait, on peut se tromper. C'est-à-dire que Pluton peut représenter l'idée qu'on a de soi, en se disant, bon, même si ça ne marche pas, je me relèverai. Même si je tombe, même si je suis malade, même si je fais faillite, je me relèverai, je me referai, etc. Même si je perds toute ma fortune au casino, je me referai. Ça, c'est la capacité, effectivement, de régénération que Pluton nous permet d'avoir. Mais quand il y a une fausse dissonance, et là, ce n'est pas une fausse dissonance, c'est une fausse harmonie, on peut parler de faux amis. Donc attention de ne pas sacrifier de trop sur l'autel de la réussite, parce que Pluton peut représenter ça, car si on le fait, on risque de s'apercevoir qu'on n'aurait pas dû. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez très, comment dirais-je, à l'affût de tout ce qui peut devenir une source de perturbation et d'erreur ce jour-là, et pendant la journée du 26, et le début de la journée du 27,
bien évidemment du 27 août. Parce qu'il y a toujours ces dissonances, comme on l'a vu avec le Soleil, Vesta et Mercure. Avec le Soleil et Vesta, ce sont de fausses dissonances, donc là encore, on est dans quelque chose qui peut nous paraître beaucoup plus sympa, beaucoup plus positif, beaucoup plus favorable que ce le sera réellement. Donc, soyons vigilants. Par contre, il y a un lien très favorable avec Vénus qui peut indiquer un fameux coup de chance. Eh oui, Vénus représente la chance, l'amour aussi. Et si vous avez besoin ou envie de déclarer votre flamme à l'être que vous aimez, n'hésitez pas ce jour-là, à cette heure-là, minuit, pourquoi pas. Après, la Lune va continuer, elle va arriver à la longitude de Jupiter le 27 août à 13h, puis elle arrivera à la longitude de Mars le 28 à 1h. Donc 27-28, c'est la période la plus délicate. Parce que ce que je vous ai dit à propos de la conjonction Mars-Jupiter, et tout ce qu'elle crée dans cette carte du ciel, et tout ce qu'elle peut entraîner, va devenir beaucoup plus fort pendant ces 2 jours-là, le 27 et le 28 août. Donc, quoi que vous fassiez, faites-le au ralenti. Prenez votre temps, c'est très important. On voit que Saturne est en dissonance, ici avec Jupiter. Saturne représente le facteur temps. Mais quand il s'exprime de cette façon, c'est frustrant. Donc on n'a pas envie d'être bloqué. Or, qu'il s'agisse d'un impondérable qui vous empêche d'être à l'heure ou qui retarde les choses, sachez que le temps supplémentaire qui vous est imposé, entre guillemets, ne doit pas et ne devra pas ce jour-là être considéré comme désagréable, comme inutile, comme une fatalité, comme négatif. Au contraire, exploitez ce facteur temps pour en faire quelque chose de concret, de positif, qui ira dans le sens d'une évolution plutôt que d'une frustration qui entraînerait une réaction Mars-Jupiter excessive, du genre explosif, et qui serait vraiment pas couronné de succès. Vraiment pas. Ce serait le contraire. Donc, oui, là, on est dans une ambiance de tension quasi extrême, si je puis dire. En tous les cas, il y a une notion de surchauffe, et c'est une surchauffe à la fois physique et morale, hein, bien évidemment. C'est une surchauffe aussi peut-être du climat, de la planète, mais du climat aussi de la mentalité humaine. Donc tout le monde va être affecté par ça. Et certaines personnes plus que d'autres, selon leur thème astral, bien évidemment, et leur situation, etc. Donc, si vous avez des questions à poser à ce sujet, n'hésitez pas. Hein, depuis le début de cette analyse, peut-être que ce que je vous dis a déclenché des questionnements intérieurs. Donc, visitez le site de l'école Ablas, vous trouverez des informations pour ce service que l'on propose. Et d'ailleurs, ce service est à 50% si vous achetez l'un de mes livres. Donc, voilà, vous avez tout à gagner, en fait. Hein. Donc, il y a ces liens harmoniques quand même avec Mercure et avec Chiron qui devraient permettre une analyse personnelle de la situation pour éviter d'être dans cette logique de réaction à quelque chose qui serait une grosse source de frustration ou de blocage. Voilà. Donc, prenez note et j'espère que tout se passera bien pour vous et pour tout le monde. On continue. La Lune arrive à la longitude de Mercure. Il s'est passé plusieurs jours. Nous sommes le 1er septembre et il est 13h. Heure, évidemment toujours pareil, hein, universelle. Mercure n'est plus rétrograde, bonne nouvelle. Donc, il reprend du galon. Il redevient efficace, si possible. Il est en harmonie avec Chiron. Il est capable de réfléchir et d'analyser les choses de façon très efficace. Il est en harmonie avec Jupiter. Il veut apprendre et il s'appuie sur des données
philosophique, positive, pour communiquer avec son entourage. Donc ça va s'exprimer évidemment dans la façon dont on gère son quotidien, vous et moi, bien sûr. Et si vous avez des choses à dire, si vous avez un voyage à faire, si vous avez quelqu'un à rencontrer, si vous avez, je ne sais pas moi, voilà, un meeting professionnel, quoi que ça puisse être, qui dépend de vos capacités intellectuelles et de la communication, je pense que ces configurations montrent que nous aurons tous davantage d'efficacité dans la gestion de nos neurones, et ça n'est pas une mauvaise nouvelle. Par contre, il y a toujours cette dissonance avec Uranus. Ben oui, elle est là, Uranus est là, et voilà, c'est une quadrature. Que faire ? Nervosité, instabilité, chez certains plus que d'autres. Parce que selon la façon dont votre thème est orienté, on place ces deux astres. L'un en Lion, c'est Mercure, l'autre en Taureau, c'est Uranus. Et on regarde ce qu'il se passe, c'est-à-dire les liens qui sont créés avec votre thème. Que ce soit une maison, un élément, une planète, ça va avoir un sens. Et ce sens sera différent du sens que ça aura chez votre voisin, votre voisine, chez votre mari, votre épouse, vos enfants, tout le monde. Mais on est quand même tous dans le même bateau, et ce bateau, c'est la Terre. Donc là, on a, avec cette dissonance Mercure-Uranus, on peut dire une mer agitée. Donc le bateau, voilà, il va avoir tendance à tanguer. Espérons qu'on n'aura pas trop le mal de mer, mais ça veut dire aussi qu'il peut y avoir une tendance à vouloir accélérer les choses pour éviter ce mal de mer, et pour en finir avec ce tangage. Or, on prendra peut-être un risque inutile ce faisant. Donc il vaudra mieux écouter Chiron, à mon avis, parce que Chiron, c'est le médecin intérieur. Donc il est capable de soigner. On peut se soigner soi-même, on sait ce qu'on doit prendre quand on a mal de tête, par exemple, mais par contre, on peut aussi être utile pour les autres. Et ça, au niveau santé en tant que tel, comme au niveau santé dans un domaine ou dans un autre de la vie. Voilà. Et ça, ce sera quelque chose qui nous sera favorable. Donc, si vous êtes disposé à réfléchir, à analyser et à prendre point par point la situation pour mieux la gérer, vous réussirez. Et Uranus n'aura pas d'emprise sur vous. Je dirais même plus, Uranus peut devenir une source d'inspiration rapide, d'éclairs de génie, qui pourrait être donc en lien avec une solution magique que vous trouveriez à un problème donné. Voilà. Et que se passe-t-il ensuite ? La Lune arrive à la longitude de Vesta, juste avant la nouvelle Lune. Et là, nous sommes le 2 septembre. Et vous voyez, le 2 septembre, eh bien, là, il est 13h, heure universelle, on a un Pluton à 29 degrés 59 minutes du signe du Capricorne. Donc, il est repassé en Capricorne. Il va rester en Capricorne jusqu'au 20 novembre, et le 20 novembre, il s'installe en Verseau. Je suis en train d'écrire un livre sur les 20 prochaines années. J'avais fait un webinaire, certaines personnes l'ont suivi. Si vous souhaitez obtenir le replay de ce webinaire, contactez-moi, je vous donnerai le lien pour accéder au formulaire en ligne. Donc ce webinaire, je l'ai repris et je l'ai augmenté. Je suis en train donc d'écrire un nouvel ouvrage qui concernera les probabilités sur les 20 prochaines années. Donc si ça vous intéresse, évidemment, eh bien vous pourrez vous le procurer. Je pense qu'il sera prêt avant l'entrée de Pluton, ou la rentrée de Pluton, pour la 3e fois, en Verseau le 20 novembre. Voilà. Donc vous pourrez vous l'offrir pour Noël, par exemple, ou l'offrir à quelqu'un que vous aimez. Donc Vesta, c'est l'harmonie, le bien-être, qui semble être quand même un petit peu compromis, parce qu'il y a cette dissonance avec Uranus, mais c'est un faux aspect. Encore une fois, ça peut vouloir dire que ce faux ami ou ce faux ennemi va être pris pour un ami. Et donc Uranus peut représenter un besoin d'aller beaucoup plus vite en besogne,
alors qu'on devrait au contraire ralentir le rythme. Le 2 septembre, vers 13 heures, souvenez-vous de cela. Et si vous êtes tenté d'accélérer, dites-vous que cela peut déboucher sur quelque chose qui ne sera pas forcément très agréable. Une erreur, simplement. Or, ça peut être rien du tout, hein, ça peut être bénin, mais ça peut être aussi beaucoup plus grave. Tout dépend, encore une fois, de votre situation, de votre thème astral et de la manière dont cette configuration va se manifester et s'exprimer dans votre thème. Voilà, et ensuite, eh bien, on arrive à la nouvelle lune. Et nous serons le 3 septembre, il sera 2h56, heure universelle encore une fois, et ça veut dire qu'en fait, il faut déduire une heure de cette heure que je vous donne, parce que là, nous sommes dans l'heure de Londres, en fait, hein, et c'est-à-dire une heure en avance. Donc il sera en fait 1h56, juste avant 2h du matin, bien évidemment, heure universelle. Cette carte du ciel, vous la voyez ici, je vais l'analyser probablement aux alentours du jour de la pleine lune qui aura lieu, comme on vient de le voir, et qui aura lieu donc d'ici à peu près 2 semaines. 2 semaines après le jour où j'ai fait cette vidéo, qui est le 3 août. Donc j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention renouvelée et de votre intérêt aussi pour ce que je fais. Je remercie tout le monde avec chaleureusement, parce que sans vous, eh bien, il y a longtemps que j'aurais abandonné. Au revoir, à bientôt, bon mois d'août, prenez soin de vous et faites attention aux configurations délicates, surtout quand elles impliquent Mars et Uranus, Mars et Jupiter. Mars et des astres comme ça, qui sont des astres qui représentent la tendance qu'on peut avoir aux excès. Au revoir. Bonjour Lucas. Alors, j'ai ouï dire que tu allais animer un webinaire bientôt. De quoi s'agit-il? Salut Roland, oui, en effet, il s'agit d'un mini-webinaire qui sera dédié à la technique des maîtrises planétaires. Comment est-ce que l'on utilise les maîtrises en astrologie? Parce que on voit assez régulièrement que ce sujet-là n'est pas toujours compris dans toute la profondeur qu'il peut avoir. En effet, les maîtrises planétaires, c'est vraiment un élément extrêmement important de toute analyse. C'est comme si l'on avait accès à à une couche en fait d'interprétation qui est extrêmement parlante, qui est souvent également très très concrète en astrologie. Et donc, je voulais faire le point sur cette approche-là pour aider toutes celles et ceux qui apprennent l'astro à vraiment gérer cet élément particulier et indispensable à toute analyse. Oui, parce que tu as remarqué quand même parmi les élèves, et moi-même d'ailleurs également, hein, que c'était un point, un sujet d'échec presque parfois. C'est-à-dire que les personnes qui n'arrivent pas à maîtriser les maîtrises, c'est ce qu'on peut dire, hein, maîtriser les maîtrises, c'est l'essentiel, et certaines personnes abandonnent. Et c'est dommage, parce qu'il y a un système que tu vas nous expliquer pendant ce webinaire, bien sûr. Oui, c'est effectivement ce qu'on constate beaucoup, hein. C'est un point qui souvent est assez délicat à intégrer en fait. Et effectivement, sans ça, il nous manque quand même une énorme partie de l'interprétation, hein. C'est un point qui est vraiment pour moi indispensable. Et c'est parfois un peu complexe à saisir dans le sens où ça va donner du mouvement au thème. Parce que quand on regarde le thème, voilà, c'est statique, hein. On a un thème qui est tel qu'il est. Et avec les maîtrises, on va prendre vraiment des éléments du thème et les amener ailleurs en quelque sorte. Et ça amène ce qu'on pourrait qualifier une dynamique ou un mouvement dans le thème, et ça donne vraiment vie à l'interprétation.
Et donc c'est cette approche-là que l'on va mettre en avant dans ce mini-webinaire d'1 heure, hein. Ça durera 1 heure. Je pense que ça sera suffisant pour pouvoir vraiment montrer les points importants, donner quelques exemples. On va se pencher sur l'approche en thème natal. Ça sera particulièrement intéressant pour toutes celles et ceux qui sont débutants ou novices, hein, qui ont déjà peut-être un peu d'expérience, mais qui peuvent avoir un peu moins de facilité à intégrer ça. Et on va aussi, pour celles et ceux qui sont un peu plus avancés, se pencher sur les maîtrises dans le contexte du prévisionnel, notamment les transits planétaires et la révolution solaire. Parce que là aussi, c'est des éléments qui sont indispensables et qui ont leur subtilité dans ces approches-là. Mhm. Très intéressant. Oui, donc, quand est-ce que ce webinaire aura lieu? Donc cela aura lieu le dimanche 1er septembre à 15 heures, heure française. Comme toujours, le replay est inclus avec toute inscription, donc que vous soyez présent en live ou par la suite, vous avez dans tous les cas accès à cet enregistrement pour pouvoir visionner ensuite à votre propre rythme les explications qui seront données. Il y a évidemment une session questions-réponses, hein, donc toutes celles et ceux qui sont présents en live pourront poser leurs questions et clarifier peut-être certains points en direct. Très bien. Et le lien pour s'inscrire est donc sur ton site. Oui, tout à fait. Le lien s'y trouve avec le formulaire et il suffira d'inscrire les différents points demandés, hein, adresse, etc. Et vous pourrez ensuite recevoir ceci et vous loguer le jour convenu. Ça sera Zoom, hein, qui est la plateforme qui sera utilisée pour cette présentation. D'accord. Donc, moi, je mettrai aussi un lien sous cette vidéo quand elle sera en ligne sur YouTube, de façon à ce que finalement les personnes qui veulent directement s'inscrire le fassent en cliquant sur le lien qui sera indiqué. Voilà. Très bien, ben c'est formidable, un webinaire de plus, n'est-ce pas? Et puis il y en aura un autre après. Il y en aura un autre et celui-là, il me tient particulièrement à cœur, c'est la grande conjonction entre Saturne et Neptune Ah qui ouais. va intervenir à partir de l'année prochaine. Ça se met en place quasi exactement en 2025, mais il manquera encore quelques minutes d'arc, hein, à cette conjonction qui va se défaire ensuite dans le courant de l'année pour se former véritablement en 2026. Elle va rester active toute l'année ou presque, hein. Et dans tous les cas, c'est plus qu'une préparation en 2025 et une mise en route en 2026, c'est un cycle de plusieurs décennies que cela ouvre. Ben Et voilà, donc, oui, c'est un événement astrologique historique, on peut dire. oh oui, absolument. D'autant plus Est-ce qu'il que se tu produit, hein, dans un reviendras secteur du sur, zodiaque. pardon, est-ce que tu reviendras sur la précédente conjonction? Absolument, on va reprendre tout ça, on va faire un peu d'historique pour essayer de comprendre finalement les différentes manifestations de cette configuration et essayer de se projeter également dans le futur. Donc on va décortiquer tout ça de la façon la plus claire possible, de façon à comprendre finalement comment se positionner, parce que c'est là tout le bienfait de l'astrologie, c'est de pouvoir se préparer pour être finalement en phase avec tous ces potentiels qui interviennent. Tout à fait. Hmm. Ouais, ça, c'est formidable. Donc, voilà, s'il y a des personnes qui nous regardent en ce moment et qui sont intéressées par ce webinaire à propos de cette conjonction Saturne-Neptune, qu'ils contactent directement Lucas. Hein, je mettrai l'adresse mail également sous cette vidéo dans le cadre réservé aux commentaires. Je vous remercie, mon cher ami, et on se dit donc eh bien, à très bientôt pour maîtriser les maîtrises. Merci beaucoup Roland, à très bientôt. Au revoir.